Salut les sans-culottes! J'espère que tout le monde va bien depuis la dernière vidéo. Moi c'est Thierry et lui c'est Xormulf. Mais comme d'habitude, on s'en fout. Alors comme promis dans la vidéo précédente, aujourd'hui on va commencer à parler des solutions pour mettre en place une démocratie réelle. Et dans cette vidéo, on va se poser la question suivante. Qu'est-ce qu'une prise de décision politique? Car la politique, c'est une affaire de prise de décision. Avoir le pouvoir, c'est avoir le pouvoir de décision. Et donc, on va décortiquer la décision en se posant 5 questions basiques. Quoi, quand, où, qui et comment. L'objectif, au final, est de renforcer notre capacité à choisir un mode de prise de décision démocratique plutôt qu'un autre en fonction d'une situation. Mais comme ça ferait une vidéo trop longue, le comment, on le verra dans la prochaine vidéo. Allez hop, go, go, go. Alors, première partie, quoi? Bon, dans le que, il y a déjà la question des politiques concernées, santé, culture, sécurité, éducation, économie, etc., qui sont évidemment liées entre elles. La santé, l'environnement et l'agriculture sont liés, tout le monde sait ça. On voit en ce moment également l'impact des restrictions sanitaires liées à la Covid, donc un problème de santé sur l'économie. Donc, en fait, une décision n'est jamais isolée, elle fait partie d'un réseau de prises de décisions qui interagissent entre elles, d'où la nécessité d'avoir une vision globale et de travailler en transversal. Ensuite, dans le que, il y a la question du type de décision. En gros, on peut dire qu'il y a des décisions qui relèvent de la méthode, d'autres de la règle ou d'autres encore de l'action. Je m'explique. De la méthode, c'est-à-dire du fonctionnement, donc des décisions du type comment on décide. Par exemple, si on fait un référendum pour valider une nouvelle constitution, du coup, on décide comment on va décider. Les lois organiques sont aussi de cet ordre-là. Ensuite, il y a les décisions liées à la règle, comme par exemple décider que la vitesse maximum autorisée sur les routes passe de 90 à 80 km/h. Le pouvoir législatif est de cet ordre-là. Bon, sauf qu'on assiste actuellement à une dérive. Maintenant, on ne fait plus que des lois et on oublie l'action publique. En fait, on produit des lois, mais on ne les fait pas appliquer et on ne met pas en place les politiques publiques qui doivent répondre également aux problèmes. Donc, on n'obtient aucun résultat, alors on refait une nouvelle loi et ça marche pas plus. Eh bien oui, car il y a aussi l'action publique. Par exemple, gérer l'éducation nationale, les hôpitaux, la propreté dans les villes ou la police. Vous pouvez toujours faire des lois sécuritaires à chaque nouveau fait divers horrible. Tant que vous n'avez pas de police efficace, bien formée et avec des moyens, vous n'obtiendrez aucun résultat. À part ça, l'action publique peut préparer l'avenir, comme décider de creuser un tunnel sous la Manche, ou anticiper des pandémies, et décider de faire un stock stratégique de masques. Tout ça, ce sont des décisions qui relèvent plutôt du pouvoir exécutif et de l'administration. Et les décisions de justice qui relèvent aussi de l'action, mais du pouvoir judiciaire. Bon, voilà en gros la partie que... Bon, pour résumer, les décisions répondent à des besoins, des attentes, des désirs, elles interagissent entre elles et sont de 3 types. Décider de comment on fonctionne, décider de règles, d'interdits, de limites, d'obligations, et décider pour et dans l'action la mise en œuvre. Bon, maintenant passons au quand. J'ai envie de dire, au bon moment, mais là n'est pas la question. L'idée ici est plutôt de montrer qu'une décision n'est pas un moment magique, ce que notre république monarchique peut nous faire penser. Alléluia, notre président vient d'avoir la révélation divine. Il prend une décision et tout va être résolu par miracle. Non, une décision c'est un processus, c'est même une chaîne de décisions. Comment se prennent les décisions à l'étape du diagnostic des besoins et des ressources, qui est associé à la concertation pour élaborer une stratégie, des objectifs et des actions qui répondent aux besoins identifiés, qui valide les propositions, qui pilote la mise en application des mesures, sous contrôle de qui évalue, comment on décide de réajuster les décisions en fonction de l'évaluation, etc. Voilà, tout ça pour dire qu'il faut insuffler de la démocratie réelle dans l'ensemble de la chaîne, voire du cycle de décision. Si on regarde par exemple l'expérience de la conférence citoyenne pour le climat. Bon, l'objectif, atteindre une baisse d'au moins 40% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, a été fixé dans le cadre d'un accord intergouvernemental lors de la COP 21.
Macron, lui, il a décidé d'ajouter à l'objectif dans un esprit de justice sociale. Puis, sur proposition de Cyril Dion, il a décidé que l'élaboration des mesures serait confiée à 150 citoyennes et citoyens tirés au sort, qui, eux, ont décidé de consulter des experts, des associations, des entreprises, des scientifiques, se sont forgés collectivement une opinion éclairée et ont élaboré 149 mesures pour le climat. Ensuite, Macron a décidé d'en éliminer 3 et le reste a été détricoté par le Parlement, donc par les représentants élus, qui vont valider une loi qui n'atteindra pas les objectifs. Et puis ensuite, on ne sait pas ce qui se passera, ça fera comme pour le Grenelle de l'environnement. Bien, dans tout ce processus, il y a eu un seul moment réellement démocratique, l'élaboration des mesures par les 150 membres de la Convention. Et ça a été le seul moment vraiment efficace. Bon voilà, alors, point suivant, le où. Alors j'ai envie de dire, là où il y a de la place. J'ai mangé un clown aujourd'hui. Bon, là, il est question des territoires. On ne décide pas au même niveau territorial de mettre un banc en face de la poste que de confier une entreprise privée ou de gérer en régie l'alimentation en eau d'une communauté de communes, de mettre en place une stratégie pour développer le tourisme en Bretagne ou de construire un nouveau porte-avions. C'est là qu'apparaît le principe de subsidiarité. C'est quoi ce principe? Eh bien, le principe de subsidiarité est un principe selon lequel une autorité centrale ne doit effectuer que les tâches qui ne peuvent pas être réalisées à l'échelon inférieur. Alors c'est le cas en Allemagne, mais pas en France. Et non, c'est bien là un de nos gros problèmes. Nous sommes un pays hyper centralisé et jacobin. Donc il faut absolument changer cela pour rapprocher les décisions politiques des populations concernées, ce qui est plus démocratique. En fait, il faut un système ascendant et non descendant, comme c'est le cas actuellement. Cela favoriserait, je vais y arriver, la mobilisation citoyenne, permettrait une meilleure capacité collective d'adaptation et donc de résilience, et ça favoriserait également l'expérimentation. Il faut absolument permettre au territoire également de se différencier. Il n'y a aucune raison, par exemple, que toutes les villes françaises aient le même système politique. Les citoyennes et citoyens devraient pouvoir décider eux-mêmes du modèle politique local qu'ils souhaitent mettre en œuvre. Ça, c'est la démocratie. Et pour info, Mélenchon est contre ça. Il veut du pareil partout. En revanche, le niveau national doit garantir la cohésion nationale, l'égalité des droits, la solidarité entre les territoires, les échanges de pratiques et la bonne coordination, etc. Bon, prenons en exemple l'éducation. Actuellement, c'est un ministre qui décide de tout. Il faut que ça change. Le niveau national devrait, par exemple, définir le contenu des programmes en termes d'éducation à la citoyenneté pour assurer la cohésion nationale. Il devrait aussi assurer la bonne répartition des ressources sur l'ensemble du territoire. Ensuite, on pourrait dire que le niveau régional décide des contenus des programmes en lien avec la vie professionnelle. Donc, en fait, en fonction des réalités économiques du territoire concerné, enfin de la région. Puis, ça serait au niveau municipal de décider des rythmes scolaires. C'est quand même aberrant que Paris décide des rythmes scolaires de Brive-la-Gaillarde. Pour finir, ce serait aux établissements même de décider des méthodes pédagogiques en fonction des convictions des enseignants et des souhaits des parents et des jeunes. En revanche, le niveau national devrait évaluer les résultats et les comparer afin qu'on puisse savoir ce qui fonctionne le mieux dans telle ou telle situation. Voilà. Vous en pensez quoi? Lâchez vos commentaires, ça m'intéresse ça. Bon, maintenant, on va attaquer le qui. Le kiki, haha, faut que j'arrête la drogue. Alors déjà, on peut dire qu'il y a 3 grandes catégories de kiki. Les animaux non humains, les humains en tant qu'individus et les groupes d'humains. Bon, on va prendre les kikis les uns après les autres. Alors, les animaux non humains. Eh bien oui, car dans la vidéo précédente, que je vous invite à visionner si ce n'est pas déjà fait, on a vu qu'il fallait que notre société se développe sur la base d'un dialogue avec les non-humains, puisqu'on interagissait avec eux, et qu'on voit bien avec la crise de la Covid, que si on n'en tient pas compte, on s'en prend plein la gueule. Et puis éthiquement, on sait maintenant, grâce à la science, mais aussi grâce à nos expériences personnelles, on a tous des relations avec des chiens ou des chats, que les animaux sont sensibles, qu'ils aiment ou qu'ils souffrent comme nous, c'est pas des machines. Donc il va falloir qu'on arrête de se comporter avec eux comme des monstres. Bon, en gros, il y a 3 catégories d'animaux. Les animaux sauvages, dont les populations s'effondrent littéralement du fait de l'accroissement des activités humaines. Les animaux domestiques, dont les populations explosent du fait de la démographie humaine et de la progression de la consommation de viande. Et les animaux de compagnie, qui sont un peu les privilégiés de l'histoire. Bon.
Le problème est qu'on ne peut pas organiser une concertation avec des sangliers, des poulets ou des loulous de Poméranie. Donc il va falloir organiser une représentation par des humains des intérêts des animaux non humains. J'imagine par des scientifiques qui travaillent sur ces sujets, par des philosophes, des associations de défense des animaux, etc. Ok. Alors, maintenant, les humains en tant qu'individus. À nouveau, il y a plusieurs catégories. Les citoyennes et citoyens et les autres. Les autres, c'est d'une part les humains qui ne vivent pas en France, mais sont impactés par nos activités. Par exemple, le réchauffement climatique, il est en fait essentiellement dû au mode de vie des Occidentaux, et plus récemment des Chinoises et des Chinois, mais tous les humains se le prennent dans la gueule. Et en plus, ce sont celles et ceux qui profitent le moins de l'industrialisation qui sont les premières victimes du dérèglement climatique. Un comble! Il y a aussi celles et ceux qui habitent en France, travaillent en France, payent leurs impôts en France, utilisent les services publics français, consomment en France, mais n'ont pas la nationalité française. Bon, actuellement, elles sont complètement écartées des processus de décision. Si on n'a pas envie que les étrangères et les étrangers vivant en France décident de notre stratégie de défense nationale, bon ok, par exemple, en revanche, il n'y a aucune raison qu'ils et elles ne puissent pas décider comme les autres si leur rue de résidence doit être piétonnisée ou non. Donc ça aussi, il faudra le prendre en compte. Comme la voix des moins de 18 ans, quand ça les concerne directement, ou que ça concerne leur avenir, beaucoup de choses, le minimum c'est de les consulter. C'est pour ça qu'il y a des conseils de la jeunesse dans certaines villes. Ensuite, en tant qu'individu, on a différentes légitimités. La légitimité en tant que citoyen, en tant qu'électeur, en tant qu'habitant, en tant qu'usager d'un service public, en tant que personne directement concernée par une décision, en tant qu'expert, etc. C'est plein de légitimités. Et ces légitimités peuvent s'exercer de différentes manières. En tant que citoyenne et citoyen, vous pouvez être appelé à voter dans le cadre d'un référendum. Bon, là, tout le monde est impliqué. Mais vous pouvez aussi participer à un processus de décision parce que vous vous mobilisez. Par exemple, vous participez à un conseil de quartier ou vous contribuez à un budget participatif ou vous militez dans une association. Mais le problème est que ce sont souvent les mêmes qui se mobilisent, à savoir les catégories socio-professionnelles supérieures et les retraités, parce qu'ils ont le temps. En revanche, vous pouvez participer à une prise de décision en tant qu'individu tiré au sort dans le cadre d'un panel ou jury citoyen, ou comme ça a été le cas lors de la Convention citoyenne pour le climat. Pour finir, vous pouvez également prendre une décision en tant qu'élu. À ce moment-là, vous le faites au nom des autres, en fait. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs formes de légitimité et que tout ça doit être pris en compte dans une future constitution. Pour finir, il y a avec le kiki, il y a les groupes. Alors, en gros, il y a deux formes de groupes, les organisations et les communautés. Les organisations, ce sont les associations, les institutions, les entreprises, les syndicats, les coopératives, les mutuelles, etc. En tant qu'organisation, elles ont aussi un rôle à jouer dans le processus de décision. D'une part parce qu'elles portent une expertise collective en plus, mais aussi parce qu'elles peuvent être directement concernées en tant qu'organisation par une décision. C'est ce que l'on appelle les parties prenantes. Voilà. Alors, la démocratie sociale, par exemple, fait partie de cette approche. Certaines décisions sont prises dans le cadre d'accords entre le patronat et les syndicats, pour l'UNEDIC par exemple. Mais surtout, en tant qu'organisation, elles doivent appliquer les principes de la démocratie en leur sein, ce qui n'est pas du tout le cas pour certaines d'entre elles. Par exemple, l'administration est tout sauf une démocratie. À ce que sache, on impose aux fonctionnaires qui sera leur supérieur hiérarchique. Ce n'est pas eux qui décident. Et ne parlons pas des entreprises où le pouvoir de décision appartient aux détenteurs du capital, de l'entreprise, évidemment. Les autres, les salariés, qui produisent avec leur sueur les biens ou services vendus par l'entreprise, eh bien, ils n'ont pas accès à la décision. Bon. Il faut donc que la démocratie soit présente à tous les niveaux, et ça doit être inscrit dans une future constitution. Alors, à part les organisations, il y a les communautés. Pour simplifier, on va dire qu'une communauté, c'est un ensemble de gens qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes pratiques, ou les mêmes intérêts, ou le même territoire. Par exemple, il y a les communautés religieuses, bon, la communauté des catholiques, celle des musulmans, celle des juifs, etc. Il y a la communauté LGBT, qui partage des orientations sexuelles ou des identités de genre différentes des hétérosexuels ou hétéronormés. Il y a la communauté des chasseurs, et il y a la communauté des véganes, celle des toffeurs et
des teufeuses qui s'éclatent dans les teufs techno. Il y a la communauté des habitantes et habitants du quartier de la Plaine à Marseille, qui sont très chauds, etc. Bon, mais la République française n'aime pas trop les communautés. Historiquement, l'idée était de lutter contre le pouvoir des corporations et permettre aux individus, aux citoyennes et citoyens, de s'émanciper de leur communauté d'appartenance naturelle, comme communauté villageoise ou autre. Ok, mais la France n'a pas une position équilibrée par rapport à ça. Dès qu'on parle de communautaire, les élus nous rétorquent communautarisme, séparatisme, etc. Or, ce sont les communautés qui structurent la société et qui portent l'essentiel du lien social. Sans nos communautés d'appartenance, qui sont diverses en plus, nous ne serions que des humains flottant seuls dans l'immensité de l'univers. Et les mobilisations communautaires peuvent être très bénéfiques pour faire avancer les droits déjà, mais également pour résoudre les problèmes. Par exemple, ce sont les actions de santé communautaire des LGBT et des usagers de drogue qui ont permis de casser l'épidémie de sida. Eh oui, sans ces mobilisations communautaires, avec des associations comme AID, ACT UP ou ASUD, ASUD c'est l'association d'autosupport des usagers de drogue, l'épidémie de sida aurait fait beaucoup plus de ravages. Mais les dominants, qui eux forment une communauté très soudée et solidaire, ne veulent pas entendre parler des autres communautés, car elles remettent en question leur propre pouvoir. Bon, donc le kiki, vous voyez que c'est fondamental car ça soulève la question de l'inclusion dans les processus de décision des êtres, humains ou non humains, et qui en sont actuellement exclus. Ça soulève également la question de la légitimité des individus, des organisations et des communautés en fonction de leur statut ou de leur mobilisation. Et ça soulève aussi la question de la démocratie à l'intérieur des organisations. Bon. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine fois, on va voir le comment, et c'est la partie la plus intéressante. Alors, comme toujours, maintenant, votre part du travail pour contribuer au succès de la chaîne et de la révolution citoyenne consiste à liker la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne et laisser des commentaires. Si ça n'instaure pas la démocratie au sein des entreprises, au moins ça y contribue. Eh bien, à la prochaine vidéo, les sans-culottes. Ciao!